Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Énormément de news cette semaine-ci. Vous avez d'abord Chrome qui installe un fichier de 4 gigas qui permet de faire tourner une IA en local sans vous demander. C'est sur tous les PC qui utilisent Chrome, vous allez le voir. Nous avons Apple qui fabrique plus de MacBook Neo parce que la demande est énorme. Et d'ailleurs, ils vont aussi travailler avec Intel pour fabriquer des puces. Ça, c'est plutôt intéressant, surtout par rapport à leur passé. Microsoft aussi qui a financé une étude pour critiquer le MacBook Neo. La Switch 2 qui augmente de prix, Copilot pour Xbox qui est mort, le mode Xbox qui arrive sur PC, enfin, après avoir été testé. On a aussi Intel qui pourra arrêter de fabriquer des cartes graphiques pour les PC gamers en tout cas. Et plein d'autres petits news en tout genre. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture comme d'habitude. Et comme d'habitude, je rappelle aussi que ce Texama Show est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc n'hésitez pas à chercher juste Texama Show et vous devriez trouver assez vite. Et du coup, sans plus tarder, commençons tout de suite. On commence justement par la news qui concerne le MacBook Neo parce que Apple a dû relancer la production de puces A18 Pro tellement que le MacBook Neo est populaire. Donc, visiblement, il n'en avait pas assez pour en fabriquer plus. Je rappelle que la puce A18 Pro que vous avez dans le MacBook Neo est une version légèrement castrée de la puce A18 Pro qu'on avait dans l'iPhone 16 Pro parce qu'il a un cœur GPU en moins notamment. Donc, c'est fort probable que Apple avait prévu de juste recycler des anciennes puces qui n'étaient pas suffisamment bonnes pour aller dans les iPhones. Et maintenant, ils se sont rendus compte qu'en fait, la demande est tellement importante que ils vont devoir en refabriquer. Et c'est assez notable parce que le processus de gravure qui est utilisé pour l'A18 Pro est similaire au A19 Pro, mais c'est pas exactement le même. Donc, ça ne va pas enlever de la capacité de production pour les iPhones actuels. Il faut en tenir compte. Mais c'est quand même un processus de gravure très avancé et qui va coûter de l'argent. Et comme je l'ai dit avant, c'est fort probable que les stocks qu'ils ont utilisés jusqu'à maintenant, c'était des puces qui n'étaient pas utilisables pour un iPhone, donc ça leur permettait de les recycler en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'Apple essaie de travailler avec Intel pour fabriquer des puces sans utiliser TSMC, parce que Intel évidemment a ses propres usines de fabrication, ils ont leur propre processus de gravure qui est plutôt avancé. On l'a vu avec notamment Panther Lake, qui est plutôt bon au niveau énergétique, et c'est certainement dû au processus de gravure. Et donc, Apple voudrait justement utiliser Intel parce que, premièrement, Intel a des usines aussi, par exemple, aux États-Unis. Donc, ça permet d'avoir une production plus localisée. Vous avez aussi le fait que Intel est certainement moins cher que TSMC parce que TSMC coûte la peau des fesses en ce moment. Et donc, ils travailleraient ensemble pour fabriquer des puces. Pourquoi? Pas forcément pour les iPhones ou les MacBook Pro et tout ça. Ce serait justement pour un prochain MacBook Neo. Et on sait que ce ne sera pas celui de l'année prochaine parce que celui de l'année prochaine utilisera à coup sûr la puce A19 Pro qui est fabriquée en masse à l'heure actuelle pour les iPhone 17 Pro Max et 17 Pro. Et donc, tout ce qui n'est pas suffisamment bon pour aller dans un iPhone 17 Pro va certainement aller dans ce MacBook Neo de l'année prochaine. C'est aussi pour ça qu'on sait que le MacBook Neo de l'année prochaine aurait certainement, mais ce n'est pas garanti, 12 Go de RAM parce que la puce A19 Pro a 12 Go de RAM associée avec. Donc, c'est tout à fait possible qu'ils gardent la même quantité de RAM, même si c'est aussi possible qu'ils changent ça. Hein, tenez-en compte, ça reste Apple. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas pour le MacBook Neo de l'année prochaine, ce qui serait logique. Le temps de mettre en place la production et tout ça, voilà. Mais rien n'empêcherait en réalité à Apple de redesigner la puce A19 Pro pour être fabriquée aussi chez Intel. C'est tout à fait possible de s'adapter au processus de gravure d'Intel. Vu que le MacBook Neo est très populaire, ce serait justifié d'un point de vue coût. Mais voilà, moi je pense que ce sera plutôt pour le MacBook Neo de 2028 du coup, qui utilisera une puce fabriquée par Intel. Et c'est possible aussi qu'Intel fabrique certaines puces moins importantes. Par exemple, peut-être même la puce M6 pourrait être fabriquée par Intel et puis les M6 Pro, M6 Max seraient plus fabriqués par TSMC. C'est tout à fait possible. Rien n'empêcherait de faire ça en tout cas. Donc une chose assez intéressante quoi qu'il arrive parce que Intel fabriquait des puces pour Apple avant que Apple abandonne Intel en 2020 parce que Intel ne fabriquait pas des bonnes puces, on va être très honnête. Et maintenant, ils reviennent ensemble et ils travaillent ensemble sur le fait de justement fabriquer des puces, qui est assez ironique quand on y pense, mais tout à fait logique aussi. Et à côté de ça, on a une autre news intéressante par rapport à Apple sur le fait qu'ils ont commencé à retirer certaines configurations du Mac Studio ainsi que le Mac Mini, donc certaines configurations de RAM notamment. Donc la version 256 Go de RAM a été retirée pour la version M3 Ultra du Mac Studio. Et c'est dû au fait certainement que Apple n'a pas assez de RAM et donc ils sont obligés de supprimer certaines configurations. Surtout que, il faut le rappeler, et c'est très important, Apple soude la mémoire sur tous leurs Mac à l'heure actuelle. Même le Mac Pro qui est finalement mort maintenant,
ils ont tous de la mémoire soudée. C'est-à-dire que s'il existe une configuration 256 Go, Apple doit avoir littéralement du stock d'un Mac Studio avec les 256 Go. Le seul truc qui n'est pas soudé sur le Mac Studio et qui est assez important pour les configurations, c'est le SSD. Ils utilisent un SSD qui peut être enlevé, contrairement aux autres Mac avec des puces M, ce qui est, voilà, montre que c'est tout à fait possible de le faire, c'est juste qu'ils ne le font pas, hein, voilà. Mais dans tous les cas, ça fait que ils ne peuvent pas avoir toutes les configurations disponibles s'il y a justement un problème de RAM. Ils vont se concentrer sur les configurations les plus populaires. Et donc là, ça relève encore une fois le problème de souder la RAM partout. Si vous manquez de RAM, devoir souder la RAM sur tous vos modèles et du coup avoir chaque modèle qui existe, ça complique les choses. Et c'est déjà arrivé par le passé qu'Apple retire encore des configurations parce que, encore une fois, la RAM coûte tellement cher, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir du stock de chaque modèle avec chaque type de SSD, chaque type de RAM. Et donc, ils sont en train de simplifier leur gamme. Mais Apple, une petite suggestion, si vous voulez vraiment simplifier votre gamme, vous pouvez utiliser quelque chose qui s'appelle de la RAM non soudée. C'est tout à fait possible. Parce qu'il y en a qui vont dire non, Apple utilise de la RAM ultra rapide, il ne pourrait pas se permettre d'avoir de la RAM non soudée. Sauf que dans la puce, notamment M5 Max, qui est l'une de leurs meilleures, ils utilisent de la LPDDR5X qui a un taux de transfert de 9600 mégatransferts. C'est plutôt rapide, mais c'est pas la RAM la plus rapide qui existe à l'heure actuelle. Et surtout, le plus important, c'est que les modules LPCAM2, ce sont ces modules de RAM qui ont été co-designés par Dell notamment pour avoir de la RAM échangeable, mais ultra rapide. Eh bien, ce module LPCAM2 permet d'avoir de la RAM à 9600 mégatransferts. C'est tout à fait dans les specs. Donc, c'est-à-dire que Apple, sans même faire le moindre effort, pourrait avoir de la RAM interchangeable sur leur Mac. C'est juste que ils ont décidé que non, ça ne rapportait pas assez d'argent d'avoir de la RAM interchangeable. Parce que par le passé, ça se voyait, les anciens Mac, quand ils avaient de la RAM interchangeable, les gens avaient tendance à les upgrade. Oh, je manque un peu de RAM, je vais rajouter de la RAM. Et ça leur permettrait de durer plus longtemps dans le temps. Là, Apple s'est rendu compte que non, c'est pas bien ça, parce que s'il manque de RAM, il devrait juste racheter le dernier Mac, et comme ça, on se fait plein d'argent. Et donc, c'est pour ça, certainement, en partie, qu'ils ont décidé de tout souder, y compris le SSD. Parce qu'encore une fois, le SSD, il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune raison pour laquelle il doit être absolument soudé sur la carte mère. Il peut être totalement séparé. Il y a même des gens qui ont fait des modes où le SSD était... Ils ont rajouté un slot SSD M.2 sur une carte mère de MacBook, pas une carte mère de Mac, mais même un MacBook, donc un ordi portable, et ils ont réussi à rajouter un slot M.2 pour mettre un SSD, qui était semi-custom, il faut en tenir compte. Donc c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait possible pour eux, surtout vu les... Vous avez vu les puces qu'ils ont fait, les puces M1 et tout ça, sont très impressionnantes. Vous allez me dire qu'ils n'ont pas les ressources de designer un système de mémoire interchangeable comme les modules LPCAM. Non, ils ont totalement les possibilités. Et maintenant, vu que le LPCAM existe, il n'y a même plus d'excuses. Donc Apple, si vous vous préoccupez vraiment de l'environnement déjà, au niveau du fait de recycler et tout, et que vous vous préoccupez aussi de peut-être fournir toutes les configurations possibles à vos utilisateurs, et devoir arrêter de stocker plein de configurations différentes, et bien passer tout simplement de la RAM interchangeable avec justement ces modules LPCAM. Ce serait génial. Ensuite, nous avons Microsoft qui a payé un bureau d'études pour justement prouver que le MacBook Neo, c'est un peu de la merde. Et les PC Windows, par contre, pour le même prix, sont tellement mieux, que ce soit au niveau batterie et puissance, vous avez plus de RAM et tout, c'est ceux que vous devriez absolument acheter. Arrêtez d'acheter le MacBook Neo. On sait qu'il est très populaire et qu'on n'a aucun moyen d'y répondre, mais arrêtez de l'acheter parce que en payant cette étude, on a clairement prouvé qu'il était moins bon. Sauf que vous devez bien vous en douter, comme c'est une étude qui est payée par Microsoft, le problème c'est qu'ils n'ont pas vraiment payé pour découvrir la vérité, savoir si vraiment le MacBook Neo est meilleur, ils ont plus payé pour montrer en avant leur vérité. Et c'est ça le problème. Ça fait un petit peu penser à Intel à l'époque qui payait justement un centre d'études pour faire leurs tests et tout ça de CPU. Et c'était totalement biaisé. Et c'est justement le cas aussi ici. C'est en partie biaisé. Alors, premièrement, au niveau de la sélection des ordinateurs, parce que alors, déjà, le seul qui est à peu près au même prix que le MacBook Neo est le Lenovo IdeaPad Slim 3X, qui a réellement un prix, en tout cas aux États-Unis, de apparemment 449 $. Mais en Europe, par contre, il est beaucoup, beaucoup plus cher. Alors que le MacBook Neo en Europe est pratiquement le même prix qu'aux États-Unis. C'est juste qu'aux États-Unis, tenez compte que le prix est toujours hors taxe, hein. Donc là, quand ils disent 449 $, c'est hors taxe. Mais dans tous les cas, j'ai regardé ce Lenovo IdeaPad en Europe. J'ai le site ici.
vous pouvez voir qu'il coûte 928 euros. Et c'est la même, à peu près la même version. Parce que si on regarde, elle a le Snapdragon X1. C'est même pas un X2, hein, c'est un Snapdragon X1, donc celui de 2024, qui commence un petit peu à dater. Et j'arrive pas à voir les specs. C'est génial, il faut aller voir dans les modèles disponibles. Voilà, c'est très, très mal foutu le site. Donc vous voyez qu'il y a bien 16 Go de RAM, le Snapdragon X1 Plus. Et donc c'est exactement la même configuration qu'ils ont ici, X1 Plus avec 16 Go de RAM. Et en Europe, oui, il est juste hyper cher en fait, 928 euros. C'est ça aussi le problème en Europe. Le marché américain est totalement différent. La réalité est totalement différente. Et du coup, le MacBook Neo en Europe, je vous rappelle qu'il commence à 699 euros. Donc c'est assez différent de ce qu'on voit ici justement, même au niveau des prix dans cette étude. Donc déjà, ça c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que les autres ordinateurs qui comparent, bon, il y a encore une fois un ordinateur qui est à peu près au prix du MacBook Neo, ok génial. Puis après, ils ont un Lenovo Yoga à 1099 $. Le MacBook Neo aux États-Unis, il est à 599 $. Donc ça n'a juste rien à voir, littéralement. Vous avez ensuite un Omnibook à plus de 900 $. Donc encore une fois, qu'est-ce que ça fait dans la comparaison ici? Ces deux modèles devraient être comparés au MacBook Air, littéralement, qui est au même prix que ça. Donc encore une fois, juste beaucoup de mauvaise foi sur le choix des ordinateurs ici. Et puis après, évidemment, ils ont des benchmarks pour montrer que même, même si on prend ce modèle IdeaPad Slim 3X, vous pouvez voir, on va aller voir les graphiques justement. Donc ça, vous avez les petites specs ici, génial. Et là, on voit des performances par rapport au MacBook Neo. Donc on voit qu'il a un meilleur score dans Cinebench. Il a un meilleur score sur Photoshop. Il a un meilleur score sur un benchmark de productivité. Et il a aussi une meilleure batterie sur un benchmark qui teste la batterie. Tenez compte que ce n'est pas forcément le plus réaliste, mais voilà, c'est fait pour être en partie réaliste. Donc, selon les graphiques, c'est le meilleur. Sauf que cette étude, notamment sur Cinebench, teste quand les ordinateurs sont branchés. Et ça, c'est justement un problème des ordinateurs Windows. Quand vous les débranchez, ils perdent souvent en performance, même très très vite. Donc ça, c'est une assez grosse différence avec le MacBook Neo, c'est que s'il est branché ou débranché, vous aurez pratiquement exactement les mêmes performances. Et c'est justement une des forces de Apple avec leur puce Apple Silicon en ce moment, c'est que vous avez toujours le maximum de performances, que vous soyez branché ou non. Ensuite, un autre problème avec cette étude qui n'est pas du tout représenté, c'est juste la réalité de Windows, en fait. OK, on voit les performances sont meilleures, tout le tralala, mais on voit pas Windows avec Copilot intégré partout, qui nous force à justement utiliser Copilot, qui est alourdi au maximum à cause de ça, qui est bien moins agréable à l'utilisation. Je l'ai pu justement le tester dans une vidéo qu'on avait fait des Yankees sur RTBFXP. On a déballé un MacBook Neo. La configuration a pris littéralement 5 minutes. On a déballé un ordinateur Windows avec une des nouvelles puces X2 de chez Snapdragon. Ça a pris beaucoup plus de temps de le setup la première fois. Et c'est juste un exemple. Après, à l'utilisation, c'est un peu la même chose. Alors, certaines personnes, évidemment, sont beaucoup plus habituées à Windows, donc ils arriveront à utiliser Windows plus rapidement qu'un Mac. Mais pour beaucoup de choses, mais les Mac marchent souvent beaucoup mieux. Ils sont juste plus simples. Et il n'y a pas, encore une fois, Copilot. Il n'y a pas OneDrive qui arrive et oh, vous devez utiliser OneDrive. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à capturer avec cette étude. C'est le MacBook Neo n'a jamais été fait pour être le plus performant à ce prix-là. Clairement pas. Il a 8 Go de RAM pour un ordinateur à 699 euros. C'est mauvais par rapport à Windows, forcément. Mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est juste, justement, encore une fois, la qualité d'utilisation. Le fait qu'il soit simple, il marche bien, vous avez toujours les mêmes performances, branchées ou débranchées, et il fait bien son travail. Un autre point aussi qui ne monte pas dans l'étude, c'est la qualité de fabrication. Ce Lenovo IdeaPad Slim 3X, j'en ai pas un sous la main, mais c'est sûr et certain qu'il est moins bien fabriqué qu'un MacBook Neo, c'est sûr et certain. Le MacBook Neo a vraiment un châssis ultra résistant. Et ça, pour certaines personnes, c'est assez important. Mais il faut quand même le reconnaître, et je tiens à le préciser, les ordinateurs Windows se débrouillent en réalité plutôt bien au niveau spec. Ce qui les retient, c'est Windows. C'est vraiment à chaque fois le même problème. Le hardware, le matériel est très bon, mais c'est juste le logiciel qui a du mal. Et c'est Microsoft, encore une fois, qui a du mal. Donc on l'a vu la semaine dernière, ils sont en train d'améliorer ça, heureusement. Mais pour le moment, leur plus gros problème, c'est ça en fait. Donc Microsoft, au lieu de payer une étude pour essayer de prouver que vous êtes les meilleurs, alors que pas vraiment, euh, investissez cet argent à améliorer Windows. Alors je sais que vous êtes déjà en train de le faire, mais voilà, allez encore un peu plus vite, ça ne fera pas de mal. Et arrêtez de faire ce genre de propagande qui est juste mauvaise en fait pour votre image parce que selon moi, ça montre juste qu'ils sont déconnectés de la réalité.
Ils regardent juste les specs bruts et ils mettent la tête dans le sable en mode: «Non, non, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Regardez, on a plus de RAM pour le même prix». C'est ce qui compte, non? Oui, sauf que, 16 gigas de RAM, c'est cool, mais quand vous avez Windows qui utilise 7 gigas de RAM alors que vous avez lancé le PC et que vous n'avez rien d'autre de lancé, oui, avoir 16 gigas comparé à 8 gigas dans ce genre de cas, c'est pas forcément meilleur. Ensuite, nous avons Nintendo qui va augmenter le prix de la Switch 2. C'était quelque chose qui était prévisible, mais je pense que beaucoup de gens espéraient n'arriverait jamais, mais ça va finalement arriver. Donc le prix va passer, pour information, de 449 $ à 499 $ aux États-Unis. Et en Europe, ça veut dire que ça passe d'un prix de 469 € à 499 €. C'est évidemment le prix public conseillé. Vous pouvez trouver techniquement un Switch 2 en dessous de ce prix-là, même si c'est pas le plus fréquent. Mais du coup, oui, elle va augmenter en prix. Et quand est-ce que ça va augmenter en prix? Ben, ce qui est assez bizarre, c'est qu'au Japon, ça va augmenter genre maintenant en prix pratiquement, le 25 mai. Mais tenez compte aussi que le prix au Japon était plus bas que les autres marchés, surtout que le yen japonais est moins fort. Ils vont aussi augmenter le prix d'ailleurs de toutes les Switch, même la Switch OLED, la Switch normale et la Switch Lite, ce qui est assez notable quand même. Et on voit d'ailleurs, oui, même la Switch Lite va pratiquement être au même prix que la Switch normale, ce qui est un peu abusé. Mais par contre, pour les autres marchés, les États-Unis, le Canada et l'Europe, l'augmentation de prix se ferait le 1er septembre, ce qui est assez en avance en fait. Et c'est même assez étonnant qu'on ait cette news directement de Nintendo autant à l'avance. On dirait même qu'ils préparent les gens en mode: «Hey, on va devoir augmenter le prix, donc si vous devez acheter une Switch 2, achetez-la maintenant». C'est peut-être aussi pour essayer d'en vendre plus. Tout à fait probable. Mais bon, dans tous les cas, oui, si vous avez envie d'une Switch 2 et que vous hésitiez, si vous voyez un bon deal dessus, c'est peut-être le moment de l'acheter justement. Ensuite, nous avons une polémique qui concerne Google au niveau de Chrome parce qu'un utilisateur qui a ce site-là d'ailleurs, c'est le site du gars, qui s'appelle Alexander Hanf apparemment, a découvert que dans son dossier utilisateur de Chrome sur son PC, il y avait un fichier de 4 gigas qui traînait là. Et ce fichier avait juste un nom un petit peu random, c'était wait.bin, et il se demandait ce que c'est. Et en réalité, ce fichier est tout simplement un mini modèle d'IA, donc un LLM, qui était sur le PC pré-téléchargé par Google pour être utilisé dans, visiblement, Google Chrome. Et donc il a fait tout un article ici qui documente justement sa découverte, et il a aussi découvert que s'il supprime ce fichier, Chrome le retélécharge au bout d'un moment. Alors, il y a des trucs un petit peu bizarres par rapport à cette découverte, parce que le truc, c'est que j'ai pu trouver un post Reddit de v'là un an d'une personne qui a trouvé exactement ce même fichier de 4 gigas. Donc ça fait un moment que Chrome fait ça et que Google fait ça à travers Chrome. Mais ce qui est encore plus bizarre, selon moi, alors je ne sais pas si c'est différent avec l'Europe et les États-Unis, mais il existe un paramètre dans Google Chrome que si vous le désactivez, ce fichier disparaît. Alors que dans l'étude de Alexander Hanf, ici, lui, il a indiqué que c'était compliqué justement de supprimer ce fichier. Et il fallait modifier des variables dans justement Google Chrome via les flags. Et tenez compte que cet article a été posté le 4 mai 2026. Sauf qu'encore une fois, si vous allez dans les paramètres de Google Chrome, donc ça, je suis dans les paramètres, vous allez dans l'onglet Système, vous allez avoir ce petit bouton qui s'appelle IA sur l'appareil. Et j'ai pu le tester, alors j'ai pas filmé, j'aurais dû le filmer, mais quand j'ai appuyé pour désactiver ce paramètre, le dossier avec ce modèle de 4 gigas disparaissait entièrement. Il était automatiquement supprimé. Donc, si vous ne voulez pas perdre 4 gigas sur votre PC, ce qui est quand même pas rien en réalité, surtout si vous avez un SSD de genre 256 gigas ou 512 gigas, eh bien, allez dans les paramètres et retirez ce paramètre-là. Donc, on peut voir un petit peu bizarre que la news arrive maintenant, en tout cas, ça explose maintenant, alors qu'encore une fois, voilà un an, il y a déjà des gens qui avaient découvert ce fichier-là, et visiblement, il y a moyen de le désactiver dans les paramètres. Alors, ça n'excuse pas, par contre, le comportement de Google de prendre 4 gigas sur l'espace SSD des gens et aussi utiliser leur connexion, parce qu'il faut le télécharger, ce fichier de 4 gigas, et il se télécharge en arrière-plan. Donc, aussi bien votre connexion est ralentie. Imaginez, vous installez Google Chrome, vous commencez à l'utiliser, et puis votre connexion est ralentie, vous ne savez pas pourquoi, parce que Google est en train de télécharger un fichier de 4 gigas. Mais une chose est sûre, oui, quoi qu'il arrive, ça devrait être un paramètre qui est désactivé par défaut, et les gens devraient avoir le choix de justement peut-être faire tourner en local ce mini modèle pour éviter qu'il tourne en ligne ou autre chose. Mais c'est aussi un peu salaud de la part de Google parce que ça veut dire que ils déchargent un petit peu la puissance en fait. Ils sont en mode: oh, au lieu de payer plus de serveurs pour
fourrer de l'IA partout, on va utiliser la puissance des PC des gens. Et maintenant, c'est l'heure des deals de la semaine. Il y a des très bons deals cette semaine-ci, vous allez le voir. Et j'ai aussi essayé d'inclure des deals en dehors d'Amazon. Donc, on a notamment chez Fnac et même aussi chez Ugreen, il y a des très bons deals. Donc, j'essaie de développer un petit peu cette catégorie, avoir des trucs plus intéressants. Et en premier, on a le 9800X3D qui est vendu 388 euros. C'est un excellent prix pour ce processeur. C'est vendu et expédié par Amazon. Donc, oui, pas de revendeur tiers, c'est un petit peu bizarre ici. C'est vraiment vendu par Amazon. Et il est en stock aussi. Alors, je sais qu'il existe sur AliExpress pour encore moins cher, mais le problème avec AliExpress, c'est que vous n'avez pas la garantie forcément derrière AMD s'il y a un problème avec le processeur. Donc, ça, c'est voilà, un petit peu bancal. Ici, au moins, c'est le vrai site Amazon. Si vous avez besoin d'une facture et tout ça, vous pouvez l'obtenir. C'est vendu officiellement. C'est certainement dû au fait que Intel a rajouté de la pression sur AMD qu'ils ont fait ça, mais quoi qu'il arrive, c'est une très bonne chose pour nous. C'est le prix le plus bas pour un 9800 X3D, vendu en tout cas directement en Europe. Et ça, c'est très très bon pour justement les consommateurs. On a aussi de la carte graphique en promotion avec ici une RX 9070 16 Go forcément qui est vendu 549 euros. C'est un prix qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, croyez-moi. Et tenez compte, c'est sur Amazon DE. Donc si vous êtes en France, vous pouvez vous faire livrer, mais il y a des frais de livraison, il me semble, c'est genre 10-20 euros. Donc tenez en compte ça diminue un petit peu l'intérêt de ce deal, même si c'est toujours un très bon deal à ce prix-là. Mais si vous êtes par contre en Belgique, vous pouvez avoir la livraison gratuite vers la Belgique depuis Amazon DE, donc ça c'est cool. Et comme vous pouvez voir, c'est le prix le plus bas depuis un petit moment. Même ouais, à un moment, c'était vendu 700 euros, un peu abusé. Donc voilà, une petite 9070 à ce prix-là, ça fait plaisir. Et évidemment, nous avons toujours un écran à chaque fois dans les deals de la semaine. Ici, on a un LG Ultra Gear de 32 pouces, 4K, OLED, 240 Hz avec le Dual Mode. Donc, ça veut dire qu'il a un mode Full HD à 480 Hz. Donc, c'est idéal pour quelqu'un qui veut travailler sur son PC, mais aussi jouer à côté sur peut-être des jeux compétitifs ou avoir du 4K ne sert à rien. Donc, ça, c'est vraiment, selon moi, un avantage pour ce genre de personnes-là. C'est totalement mon cas d'ailleurs. Et du coup, il est vendu 799 euros. C'est un écran haut de gamme, hein, tenez-en compte, donc c'est un prix haut de gamme, mais c'est le prix le plus bas depuis un petit moment et surtout c'est le prix le plus bas du marché. J'ai regardé sur d'autres sites, vous ne pouvez pas l'avoir pour moins cher que ça. Donc franchement, pour un écran d'une telle qualité, très bon prix. On a aussi plusieurs promotions sur des produits Lexar, ici notamment des SSD NVMe M.2 avec les Lexar Play. On a un modèle 1 Tera et aussi le modèle 4 Tera. Alors le modèle 2 Tera malheureusement n'est pas en promotion, donc voilà, tenez-en compte. Mais pour le modèle 1 Tera, c'est le prix le plus bas pour toute la France pour un SSD de 1 Tera en PCI Express 4.0. Et en plus, c'est un très bon SSD parce qu'il est prévu pour aller dans les PlayStation 5. Il a aussi de la mémoire TLC, donc très bon SSD derrière ici. Ça reste plus cher que voilà quelques mois, on va être très honnête. Mais à l'heure actuelle, si vous avez vraiment besoin d'un SSD, ben, c'est la meilleure offre en fait. Et comme vous pouvez voir, comme j'ai dit, il y a le modèle 4 Tera qui est clairement cher, 329 euros, c'est très cher pour un SSD, mais c'est un modèle 4 Tera. Donc si vous en avez vraiment besoin, ben, encore une fois, c'est le moins cher. J'ai regardé dans toute la France, si vous voulez du 4 Tera en PCI Express 4.0, il n'y a aucun autre SSD qui est moins cher que ça. On a aussi un petit peu des SSD portables. Je montre parce que selon moi, c'est assez intéressant pour ceux qui voudraient notamment rajouter de l'espace de stockage sur leur MacBook. Donc là, vous avez un SSD de 1 Tera, encore une fois de chez Lexar. Et c'est un modèle qui peut faire du 1000 MO à la seconde en écriture, lecture. Donc plutôt rapide quand même, via évidemment un port USB type C. Et vous avez le modèle 1 Tera ainsi que le modèle 2 Tera. Et en réalité, le modèle 2 Tera, selon moi, est même encore plus intéressant parce que comme vous pouvez voir, il est juste vendu à peine plus cher à 142 euros. 142 euros pour 2 Tera en SSD externe comme ça, c'est un très bon prix. Et puis vous avez Ugreen qui a plein de promotions sur leur site. J'évitais de trop montrer leur site avant parce que bien souvent, ils avaient des meilleurs prix sur Amazon, ce qui était un petit peu ridicule selon moi. Mais maintenant, ils ont enfin des prix qui sont moins chers sur leur site que sur Amazon et c'est exactement évidemment les mêmes produits, juste expédiés directement par Ugreen. Et il y a énormément de produits qui sont en promotion, donc je vous inclurai un lien vers le site si vous voulez aller voir, si vous aviez besoin d'un produit en particulier. Mais je vous mettrai aussi un lien vers, selon moi, mes favoris, notamment le chargeur de 100 watts. Toujours très pratique, ça permet de charger même des MacBooks, n'importe quel ordinateur portable qui charge en USB type C, vous pourrez le charger avec ça. Vous avez aussi le modèle 65 watts qui est très compact avec plusieurs ports, parfait pour ceux qui se déplacent beaucoup et qui veulent un bon chargeur. 65 watts, ça couvre littéralement n'importe quel smartphone. Donc je vous mettrai des liens dans la description vers les différents produits, que ce soit sur Amazon, Amazon DE, Fnac et même sur le site de Ugreen. Pour Ugreen, je vous mettrai aussi un lien général pour le site parce que je n'ai pas montré tous les produits, mais il y a énormément de produits en promotion. Donc si vous recherchiez une batterie ou autre chose, pratiquement sûr qu'il y en a une en promotion qui vous intéressera et ce sera moins cher que sur Amazon encore une fois. Donc ça c'est très intéressant au niveau prix, surtout que faut quand même le reconnaître, les produits Ugreen sont qualitatifs. Personnellement, j'utilise que des chargeurs Ugreen depuis
je ne sais combien d'années. C'est un des plus vieux sponsors de la chaîne, il faut le savoir. Ce segment n'est pas sponsorisé, je tiens à le préciser. Mais évidemment, j'ai des liens affiliés vers leur plateforme, tout comme Amazon, qui permettent de soutenir en partie la chaîne. Donc, si vous utilisez un de ces liens, merci d'avance. Ensuite, nous avons Xbox et donc par extension Microsoft qui ont décidé d'arrêter de mettre Copilot sur la Xbox Series S et Series X, qui est, selon moi, une très bonne chose, une très bonne news. Même si on va être très honnête, ils n'auraient jamais dû considérer de mettre Copilot sur les Xbox. C'était une mauvaise décision dès le départ parce que, déjà, premièrement, on va être honnête, Copilot, pas la meilleure IA qui est actuellement disponible. Déjà, ça, c'est un problème. Ensuite, c'est une Xbox. C'est juste fait pour jouer aux jeux vidéo. Pourquoi j'ai besoin de Copilot directement intégré? Alors, certaines personnes pourraient en avoir besoin si, par exemple, je vois l'intérêt, vous avez du mal dans un jeu, ben vous pouvez juste appuyer sur le bouton et puis appeler Copilot et dire hey, j'ai du mal là, qu'est-ce que je fais? Et comme Copilot est intégré sur la console, il sait quel jeu vous êtes en train de jouer, il peut regarder ce qui se passe à l'écran et vous donner une réponse derrière. Ça peut être pratique pour certaines personnes. Mais encore une fois, Copilot n'est pas la meilleure IA. Donc, vous pouvez juste utiliser votre téléphone et faire la même chose. En fait, vous pouvez juste demander à une IA sur votre téléphone comment arriver à régler ce problème-là. Ou vous pouvez juste chercher sur Google, honnêtement. Donc, la nécessité était déjà un peu bancale pour la plupart des gens. Et derrière, ça aurait été forcé. Et c'est ça le problème. Copilot, on nous le met à toutes les sauces, on nous le met partout, on le met dans le bloc-notes, dans Paint, et maintenant ça aurait été dans la Xbox. Donc au lieu d'améliorer la Xbox, au lieu de concurrencer PlayStation, Microsoft allait dépenser littéralement de l'argent et du temps pour mettre quelque chose que la plupart des gens ne voulaient pas. Et heureusement, ils sont enfin revenus en arrière là-dessus. On commence aussi d'ailleurs à avoir des théories du complot, petites théories du complot. Hein. C'est pas évidemment du tout confirmé, mais le truc c'est que l'ancien CEO de Xbox, qui a quitté récemment, hein, euh, on a traité de ça dans une news, juste avant qu'il quitte, il y a eu plein de décisions comme ça stupides de la part de Xbox. Augmenter le prix du Game Pass, euh, rajouter Copilot à la Xbox, plein de choses comme ça. Et puis, il décide de partir, il y a une nouvelle personne qui arrive, et cette nouvelle personne, dont je ne me souviens plus du nom, je vais être très honnête, ben, revient en arrière sur ce genre de décision. Et du coup, ben, au final, ça l'a fait paraître comme une assez bonne personne, en fait. Oh, elle a rebaissé le prix du Game Pass, même s'il est toujours plus cher que, voilà, plus d'un an. Oh, elle est revenue en arrière sur Copilot sur l'Xbox, même si ça n'aurait jamais dû être intégré. Donc, vous voyez un peu la théorie du complot, c'est que ils ont fait exprès de faire certaines décisions avant qu'il soit viré pour faire en sorte que la nouvelle CEO soit bien vue. C'est une théorie du complot. Voilà, je tiens à le préciser. Mais honnêtement, voilà, ça peut-être une petite part de vérité. Mais quoi qu'il arrive, c'est une bonne décision. Donc on prend ce qu'on peut prendre. C'est une bonne décision de ne pas rajouter Copilot parce que c'est juste complètement stupide. Ensuite, nous avons le Xbox Mode qui s'appelait, je vous rappelle avant, le Xbox Full Screen Experience, donc qui est ce mode qui a été introduit avec la ROG Xbox Live X, qui permet de tout simplement avoir une interface fait pour la manette sur Windows. Et sur la ROG Xbox Live X, il faut quand même le noter, et la Xbox Live non X, il y a aussi des optimisations qui sont rajoutées derrière, notamment des profils qui permettent de mieux optimiser certains jeux selon la console, ce qui est plutôt notable et assez intéressant. Mais ici, on parle du mode Xbox normal qui va permettre d'avoir justement cette fameuse interface en plein écran qui est assez similaire, on va être honnête, à ce qu'a fait Steam avec Big Picture et qui existe déjà depuis très longtemps. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez dire à Steam de se lancer en plein écran avec le support de la manette au démarrage de votre PC et du coup vous pouvez juste utiliser votre PC comme une console déjà comme ça. Mais ici évidemment l'avantage du mode Xbox c'est que ben, ça supporte déjà les jeux Steam mais ça supporte aussi d'autres jeux de d'autres stores. Donc vous n'êtes pas limité à Steam. Donc ça peut être intéressant selon moi. Et donc il commence à être déployé. Donc pour ceux qui voudraient le tester, alors malheureusement en Europe il n'est pas encore, même si vous avez la mise à jour sur laquelle il est censé être activé, il n'est pas activé, mais il est techniquement présent dans les fichiers. C'est la dernière mise à jour du mois d'avril pour ceux qui se demandent. Donc c'est une mise à jour d'expérience, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais c'est une mise à jour qui est, il me semble, toujours facultative, mais que vous pouvez installer et qui permet techniquement d'apporter justement ce mode Xbox. Mais en Europe, ce n'est pas activé par défaut. Donc, il y a moyen de bricoler apparemment pour l'utiliser. Vous pouvez toujours utiliser aussi l'application Xbox Insider pour pouvoir le tester en Europe. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Mais là, ça commence à se déployer surtout aux États-Unis. Mais ça finira par arriver en Europe. Très prochainement d'ailleurs, parce que ben, c'est quelque chose que beaucoup de gens attendaient. Alors,
Par contre, certaines personnes l'ont découvert, c'est pas parfait. Il y a notamment un truc, ce qui est en réalité logique, c'est le fait que quand vous utilisez ce mode Xbox, le second écran, si vous avez un second écran, va être tout simplement désactivé. Donc il n'y aura pas de signal. Donc on peut le voir ici sur ce PC, vous avez un écran fonctionnel et l'autre écran n'est pas fonctionnel. Il y a un utilisateur qui a d'ailleurs fait une vidéo ici sur X ou sur Twitter, je préfère personnellement. Et donc c'est logique parce que ça a déjà été testé que en fait avoir un second écran enlève un petit peu en performance. C'est pas grand chose, mais ça enlève un petit peu. Et en toute logique, pour un mode Xbox, vous n'avez pas besoin d'avoir deux écrans. Mais après, évidemment, c'est pas pratique pour tout le monde. Donc je pense que le plus logique, c'est que Microsoft rajoutera la possibilité de réactiver ce second écran dans les paramètres et faire en sorte qu'il fonctionne comme juste un écran de PC normal. Et puis à côté, l'écran principal, c'est juste comme une Xbox, peut-être, je suppose. On verra bien. Mais dans tous les cas, voilà. Il y a encore des petits trucs à régler par rapport à ce mode Xbox. Il n'est pas encore parfait, mais c'est, on va dire, un pas vers la bonne direction. Et ça, c'est le plus important. Microsoft, petit à petit, est en train de fixer Windows. Et justement, on a une news par rapport à ça au niveau du fait que Microsoft aussi est en train de tester une update de Windows 11 qui est encore dans le programme Insider, donc elle n'arrive pas tout de suite, tenez-en compte. Mais cette update permettrait de rajouter notamment la possibilité de juste continuer de dire à Windows, non, ne fais pas de mise à jour. Alors, on pouvait déjà le faire plusieurs fois. Vous pouvez dire, oh, suspends les mises à jour pendant une semaine. Et on pouvait le faire plusieurs fois, si je me souviens bien, lui dire plusieurs fois de suspendre les mises à jour. Mais au bout d'un moment, il était en mode, non, tu dois faire les mises à jour. Là, vous pouvez déjà suspendre pour plus longtemps, plus de une trentaine de jours. Et vous pouvez continuer de le faire indéfiniment. Donc, si vous voulez ne jamais faire de mise à jour, c'est tout à fait possible. Et un autre point qui est encore plus important selon moi, c'est que maintenant, quand Windows a téléchargé et fait des mises à jour, au lieu d'aller dans le menu démarrer et avoir seulement l'option mettre à jour et éteindre le PC, mettre à jour et redémarrer le PC, maintenant vous aurez, oui, enfin, une option de juste éteindre le PC ou juste redémarrer le PC sans faire les mises à jour. Et ça, c'est malheureux que ça a pris autant de temps, mais ça arrive enfin sur Windows 11, justement dans cette mise à jour Insider, et ça permettra de juste être en mode, oh ok, oui, je dois éteindre mon PC maintenant, oh il a téléchargé des mises à jour, mais je peux l'éteindre normalement. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je dois éteindre mon PC et puis je vois ça. Hein. Oh, il faut mettre à jour avant d'éteindre. Et à chaque fois, je suis en mode, ah non. Surtout qu'il y avait un bug encore, voilà, quelques temps, que si vous appuyez justement sur éteindre, enfin, mettre à jour puis éteindre, le PC redémarrait, il faisait la mise à jour et il restait allumé. Moi, ça m'était déjà arrivé. Alors maintenant, ils l'ont réglé, il peut redémarrer, tenez-en compte, il peut redémarrer pour faire la mise à jour, mais il se rééteindra de lui-même après. Donc ils ont fixé ça, en tout cas moi sur mon PC, mais j'ai déjà eu la blague où juste, je dis éteins, enfin, je dis mets à jour puis éteins, et puis j'arrive le lendemain et le PC était toujours allumé, je suis en mode what the... Il est allumé toute la nuit, c'est génial. Merci Microsoft. Mais bon, c'est fixé, je tiens à le préciser. Et maintenant, avec cette mise à jour, on pourra encore plus skip les mises à jour ou juste dire, oui, je veux juste éteindre mon PC parce que là, je dois absolument partir, je mettrai à jour plus tard. Et ça, encore une fois, c'est malheureux que c'est mis autant de temps, mais ça arrive. Donc, ma foi, petit à petit, Microsoft est en train d'améliorer Windows, mais tenez compte, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Encore une fois, par rapport au MacBook Neo, on l'a vu, l'expérience n'est pas aussi bonne sur Windows, il y a beaucoup de problèmes, et ça va prendre littéralement des années à fixer ces problèmes-là. Et ça veut dire que ça va prendre des années à Microsoft de concurrencer correctement Apple, mais même aussi éviter que Linux prenne des parts de marché, ce qui est totalement le cas à l'heure actuelle. Ensuite, nous avons une news assez triste sur Intel qui pourrait arrêter de tout simplement fabriquer des cartes graphiques pour PC gaming en tout cas. On en aurait toujours sur les PC portables ainsi que même les consoles portables parce qu'ils ont des plans là-dessus. Mais par contre, sur un PC gamer comme j'ai actuellement, vous ne pourriez ne plus acheter de cartes graphiques de chez Intel. Ce qui est en réalité logique. On va être très honnête. Le truc, c'est qu'Intel a des capacités de production limitées. Ils ne peuvent pas concurrencer tous les marchés, ils ne peuvent pas se lancer dans tous les marchés. Et le truc, c'est que le marché mobile, la plupart des gens qui utilisent un PC Windows ont un PC portable Windows. Donc, ça veut dire que le marché mobile est beaucoup plus important. Il ne rapporte pas forcément autant, parce que ça dépend évidemment du PC, mais c'est le plus gros marché. Et le truc, c'est que Intel, avec notamment Panther Lake, a une offre très solide. Et même une offre très solide au niveau puissance GPU. Donc, ils veulent se concentrer là-dessus et aussi se concentrer sur, évidemment, le marché des IA. Bon, voilà. Personnellement, je préférais qu'ils fassent des cartes graphiques gaming, mais d'un point de vue, on va dire finance, d'un point de vue satisfaire les actionnaires, c'est logique qu'ils choisissent de faire ça.
je peux pas leur rejeter la faute alors que AMD et Nvidia derrière sont en train de chasser cet argent comme si leur vie en dépendait. Parce que techniquement, leur vie en dépend un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, c'est pour ça. Et donc là, selon un leaker, Intel a tout simplement abandonné les plans de faire, oui, des GPU pour des PC gamers pour les prochaines architectures. Donc on sait que notamment vous avez l'architecture X3 qui est actuellement disponible sur Panther Lake. Ça, il n'y avait pas de carte graphique qui était prévu. Mais pour la prochaine, qui était la X3P, qui était une version corrigée, qui sera d'ailleurs normalement dans les prochains Core Ultra sur PC fixe, eh bien là, il y avait des rumeurs, ou plutôt Intel avait indiqué qu'il voudrait faire une carte graphique pour PC gamer. Eh bien là, c'est totalement abandonné. Ça, on sait, c'est totalement abandonné. Par contre, pour la prochaine architecture qu'on ne voit pas ici, qui était normalement X4, justement, qui arriverait plus pour 2028, là, il y avait aussi des plans pour un GPU dédié, mais ils sont abandonnés. Mais par contre, il y avait aussi des plans pour un GPU dédié sur cette architecture pour plus les data centers, et ça, c'est toujours apparemment conservé. Et c'est pour ça que je dis que ils se concentrent sur le marché mobile et sur le marché des data centers, parce que c'est là où il y a le plus d'argent, et c'est là où Intel se débrouille encore assez bien. Donc, le truc, c'est que ils continuent de faire des. C'est pas comme s'ils ils arrêtaient de faire des cartes graphiques, c'est juste qu'ils ne font plus de cartes graphiques pour un PC gamer. Donc, ils continuent d'améliorer. Ils continuent de sortir des cartes graphiques au final pour les PC portables. Ils vont continuer d'améliorer leurs drivers. Et si la bulle de l'IA explose, si juste le marché de l'IA se stabilise aussi, peut-être ça va pas exploser, ça va juste se stabiliser petit à petit, ils peuvent toujours être en mode: «Oh, maintenant qu'on a plus de capacité de production, maintenant que le marché des IA ne rapporte plus autant, OK, faisons un GPU gamer pour un PC gamer». C'est tout à fait possible qu'ils le fassent. C'est juste qu'à l'heure actuelle, c'est pas le plus rentable niveau argent et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'abandonner leur plan, en tout cas pour le moment. Ensuite, on a une petite news assez intéressante ce mois par rapport à DLSS 5 parce que Eurogamer a fait une interview, du producteur du jeu Requiem, donc Resident Evil Requiem et du coup, ce producteur qui est Masato Kumazawa, si je le prononce correctement, a indiqué que visiblement, selon la réaction des gens à DLSS 5, la direction artistique qu'eux avaient choisie pour le jeu, la direction donc originale, on parle ici, pas la version DLSS 5, donc la direction artistique qu'ils avaient choisie pour le jeu était un bon choix parce que, on l'a vu selon la réaction des gens, surtout avec cette image de Grace apparemment, qui est le personnage de Resident Evil, la plupart des gens étaient d'accord pour dire que oui, même si la version DLSS 5 est plus réaliste, elle déforme la vision artistique qui était originale dans le jeu. Et donc, clairement, les gens préféraient même la version de gauche, en fait. Même s'il est un peu moins réaliste, elle avait plus de caractère. Et donc, le producteur ici du jeu se dit, hey, ça veut dire qu'on avait bien choisi le design de Grace parce que la plupart des gens préfèrent notre design qu'on avait fait nous-mêmes. Donc ça soulève un point intéressant sur le fait que en tout cas, cette démo de DLSS 5 n'a pas forcément été faite. Elle a été faite pour montrer la technologie, clairement. Mais ça veut dire aussi qu'ils ont peut-être été trop loin. Ils ont vraiment mis DLSS 5 à fond. Ils ont mis le slider à fond pour voilà, augmenter le réalisme à fond, pour vraiment montrer les capacités. Mais ils savaient très bien que derrière, ça allait déformer la vision artistique. Et donc là, vu que le producteur semble un petit peu le confirmer, mais ce n'était pas la vision artistique des développeurs. La grille qu'on voit ici à gauche et la grille qu'on voit à droite ne sont juste pas les mêmes visions artistiques et celle de gauche était clairement celle qui était visée par les développeurs et celle de droite n'est pas une version améliorée forcément parce qu'encore une fois le producteur semble dire que ils ont fait un bon choix avec justement une vision artistique de gauche. Alors l'avis sur DLSS 5 est évidemment très varié en ligne, il y a eu des sondages qui ont été faits, vous avez des gens qui adorent ça, même si ça reste un faible pourcentage, qui sont en mode «Oh, j'adore ça». Vous avez des gens qui sont plus dans mon camp, qui sont en mode «La technologie est prometteuse, mais dans cet exemple-là, ils ont juste été trop loin». OK, ils auraient dû être un peu plus raisonnables, ils auraient dû mieux respecter la vision artistique de base. Et puis vous avez les gens qui détestent ça. Et les gens qui détestent ça sont un assez gros groupe en réalité. Alors personnellement, encore une fois, comme j'ai dit, je pense que juste ils ont été trop loin. Je pense qu'en voulant montrer la technologie, clairement ils étaient en mode OK, on le met à fond, vas-y, on montre à fond qu'est-ce que ça peut faire? Mais derrière, oui, ils ont déformé totalement la vision artistique. Et donc, dans le futur, quand les développeurs auront des LSS 5 sous la main pour développer le jeu, ils pourront s'assurer que la vision artistique soit respectée. Et donc là, je pense que c'est là que ça respectera cette vision artistique et surtout, c'est là que ce qu'a dit Nvidia, ils ont dit et on respecte la vision artistique. Je pense que c'est là que ce sera réellement respecté. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense que pour cette démo,
Mais comme l'indique justement le producteur du jeu, bah, c'était pas entièrement respecté. Clairement, la version qu'on a eue, comme les gens préfèrent déjà la version de gauche, la version de droite n'était clairement pas représentative de ce que les artistes avaient prévu pour ce personnage. Mais bon, encore une fois, c'était une démo, clairement. Et comme beaucoup de démos, ils essayent de montrer à quel point voilà, c'est magnifique ou à quel point là, c'est dramatique. Ils veulent un résultat dramatique. Ça a fait énormément parler. Et des fois, juste lancer un débat sur la chose, même si les gens n'aiment pas forcément, lancer le débat, ça fait parler, ça fait de la pub. Donc juste même moi en parlant ici, je continue de renforcer justement le fait de parler de DLC 5 avant même qu'il soit sorti. Donc je suis clairement coupable. Mais bon, dans tous les cas, il y a le Computex très bientôt et je n'hésiterai pas, si possible, je suppose que Nvidia fera des démos directement sur place lors du Computex. Donc si j'ai la possibilité d'aller voir justement ce que ça donne de mes propres yeux, ben, je n'hésiterai pas justement à aller voir, poser des questions et essayer de comprendre comment aussi ça marche exactement. On sait très bien que c'est plus un filtre 2D qu'un filtre 3D. Donc il y a pas mal de choses derrière que j'aimerais justement découvrir de mes propres yeux. Ensuite, nous avons une petite news très rapide sur le fait que les GTX 1080 et 1070 fêtent maintenant leurs 10 ans. Donc oui, ça fait 10 ans que les deux cartes sont sorties. Alors ça fait pas exactement 10 ans depuis la 1080 Ti, tenez-en compte parce qu'elle est sortie un petit peu après. Mais cette série de cartes graphiques était vraiment mythique, on peut le dire. Elles étaient incroyables. Et surtout, c'était la bonne vieille époque où une GTX 1080 coûtait 599 dollars et le modèle fin de édition était plus cher. En réalité, il était à 699 dollars. Et on avait 8 Go de RAM, ce qui est au final limite quelque chose que Nvidia continue de faire énormément à l'heure actuelle. Mais bon, c'était, selon moi, c'était la bonne époque. Franchement, je pense que des fois, on est trop nostalgique sur certaines choses. Mais là, en particulier, je pense que la nostalgie est justifiée. C'était vraiment une bonne époque. L'industrie du gaming était, selon moi, très intéressante. Et faire un PC à cette époque-là, c'était passionnant, en fait. Il y avait encore... Tout n'était pas parfait, mais c'était passionnant. Et là, à l'heure actuelle, surtout avec la crise de la RAM, toutes les IA qui prennent toutes les puces de RAM de SSD, il faut l'avouer, c'est pas la même situation. Ensuite, nous avons le Steam Controller qui était victime de son succès parce qu'il est maintenant complètement hors stock et même ils ont mis en place maintenant un système de réservation. Donc un petit peu comme le Steam Deck, il me semble, à sa sortie, vous deviez justement le réserver pour pouvoir l'avoir. Et bien maintenant, le Steam Controller, après que les stocks initiaux ont disparu en même pas 30 minutes apparemment, ils ont mis en place ce système de réservation. Donc si vous voulez acheter un Steam Controller, vous devrez, oui, réserver votre place dans une liste d'attente pour pouvoir l'acheter. Et ils ont mis en place ça parce que vous avez aussi des gens, forcément, qui ont acheté des Steam Controllers et qui sont en train de les revendre à l'heure actuelle sur eBay pour 2 fois le prix. C'était prévisible, mais au moins avec ce système de liste d'attente, ça va permettre à plus de gens de peut-être pouvoir l'acheter. On verra bien évidemment, mais voilà, ça devrait mitiger en partie le problème. Mais si vous voulez mitiger le problème des gens justement qui rachètent des trucs pour les revendre 2 fois plus cher, il y a une solution très simple, c'est n'achetez pas. Surtout là pour le Steam Controller, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un Steam Controller maintenant? Non. Attendez, mettez-vous sur la liste d'attente, attendez que vous puissiez l'acheter directement chez Steam ou Valve. Et ça évitera justement le comportement de ces personnes-là. Parce que s'ils ont personne pour les acheter, croyez-moi, ils vont vite arrêter de faire ce genre de choses. Ensuite, on a une autre petite news très rapide sur le fait que Asus a sorti le ROG Strix IG129C. Alors, le nom, toujours à chaque fois, voilà. Mais c'est un écran de 12,3 pouces en HDMI 1.2. Donc, vous allez me dire, waouh, c'est de la merde en fait. Mais comme vous pouvez voir, en réalité, c'est juste un petit écran secondaire que vous pouvez mettre juste en dessous de votre écran principal qui vous permet de afficher ce que vous voulez parce que c'est juste un écran. Alors, il a un taux de rafraîchissement de 75 Hz qui, en réalité, ça va. Il a aussi le support du multitouch jusqu'à 10 points, donc c'est un écran tactile classique au final. Donc ça aussi, c'est plutôt bon. Vous avez une très bonne couverture de la gamme sRGB. Ça aussi, c'est selon moi très important, avec aussi 90% de la gamme DCI-P3. Donc au niveau couleur, c'est pas trop mal. Et donc, ça vous permettra d'avoir juste un petit écran supplémentaire en dessous de votre PC. Alors, dans le principe, j'aime assez bien personnellement. Vous avez aussi Corsair qui avait sorti un truc similaire récemment et qui est plutôt bon aussi. Je dirais même que celui de Corsair est peut-être même meilleur parce que vous avez plus le logiciel Corsair derrière, vous pouvez faire plus de choses. Mais quoi qu'il arrive, intéressant. Le seul problème, c'est qu'apparemment, il va coûter 239 euros. Et on l'a vu récemment, à chaque fois que je fais des deals, parce qu'il y a une catégorie de deal sur le Texama Show, et à chaque fois, chaque semaine, j'ai un écran.
et à chaque fois, c'est genre un écran 27 pouces 1440p à genre 140 euros. Donc le truc, c'est que ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes qui veulent juste un second écran, achetez ça en fait. Achetez des écrans pas chers, il y en a tellement. Mais si vous voulez un petit écran qui prend pas trop de place sur votre bureau, ça peut être pas mal. Surtout encore une fois au niveau des specs qui sont pas dégueulasses. Mais aussi regardez du côté de Corsair parce qu'encore une fois, eux aussi ont sorti un écran assez similaire. Et je suppose qu'il y a aussi d'autres marques qui font des trucs similaires parce que c'est sûr et certain, ce genre d'écran existe depuis un petit moment. Donc c'est sûr et certain que d'autres marques font des trucs similaires. Et le truc c'est si c'est juste un écran, vous le branchez en HDMI, vous n'avez pas besoin d'un logiciel spécial pour l'utiliser. C'est juste un écran. Donc tant qu'il a peut-être du tactile, si vous voulez appuyer dessus, ben, c'est bon en fait. Mais voilà, quoi qu'il arrive, personnellement, ça pourrait m'intéresser en réalité. Je pense que ça peut être pas mal, surtout aussi pour peut-être des gens qui veulent un setup minimaliste. Parce que vous avez juste votre écran gaming, vous avez le mini-écran en dessous pour mettre Discord, ce genre de choses. Et voilà, ça fait propre quoi. Donc dans ce genre de cas-là, peut-être. Mais pour la plupart des gens qui veulent juste un second écran, acheter un écran sur Amazon, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et enfin, on a une petite dernière news sur TCL qui a montré un écran d'ordinateur portable de 14 pouces qui utilise une technologie qui s'appelle l'oxyde LCD. OK. Et ça permet de tout simplement avoir un écran LCD qui peut avoir un taux de rafraîchissement de 0,01 Hz. C'est extrêmement bas, même vraiment très bas. En vrai, je suis en train de me dire, attends, c'est un rafraîchissement tous les combien de temps ça? Donc si 1 Hz, c'est un rafraîchissement par seconde, OK, ben 0,01, c'est 100 fois plus bas, donc c'est 100 secondes, oui, j'ai même pas besoin de la calculatrice pour ça, je suis en train de me dire. Ça fait un taux de rafraîchissement de une image toutes les 100 secondes. C'est plus lent même qu'un PowerPoint. Alors évidemment, vous n'allez pas jouer à des jeux vidéo avec le taux de rafraîchissement à 0,01 Hz. Le but, c'est qu'il puisse passer de 0,01 Hz, qui est son minimum, à 120 Hz, qui est son maximum à l'heure actuelle, en tout cas sur ce modèle-là. Et donc, vous pouvez juste varier, ça va varier selon la tâche. Donc, si vous avez juste un écran fixe où il ne se passe rien, 0,01 Hz. Ça veut dire littéralement l'écran ne se rafraîchit pas et il continue d'afficher la même image. Et puis d'un coup, il se passe quelque chose à l'écran. Hop là, ça passe peut-être à 30 Hz si c'est juste une vidéo, à peut-être 120 Hz si c'est justement quelque chose qui requiert une animation très fluide. Et donc ce genre de technologie est selon moi très intéressant parce que pour les ordi portables, ça permettra d'économiser énormément d'électricité derrière. Et qui dit économiser l'électricité sur un ordi portable dit une durée de vie des batteries beaucoup plus importante. Et du coup, c'était à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'ai fait une petite amélioration, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai essayé d'inclure un petit peu plus de news cette semaine-ci et notamment des fois des news assez courtes. C'est quelque chose que je ne fais pas assez selon moi. J'ai tendance à partir pendant 10 minutes sur une news alors que je devrais avoir plus de news et des fois juste passer une minute parce qu'il n'y a pas plus à dire en fait. Donc j'essaie d'en intégrer de plus en plus, ça, des news assez courtes. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge et on se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao.